Bonjour, merci à vous d'être venu si tôt pour m'entendre parler d'une expérimentation de réalité virtuelle collaborative. On vient de me poser la question tout de suite de quoi ça parle, en fait, la réalité virtuelle collaborative. Donc je vais vous donner quelques clés, mais pendant cette présentation, je parlerai essentiellement de Poisson et de Emmanuel Macron. Voilà. Très bien. Alors, un petit à propos pour vous dire où est-ce que je travaille. Je travaille dans ce beau bâtiment, ici. Ça s'appelle BICOM. C'est un institut privé pour la recherche technologique et nous sommes à Rennes, mais nous sommes aussi à Paris, à Lannion et à Brest. Qu'est-ce qu'on fait? On travaille dans 3 domaines de recherche principalement. On travaille dans un domaine de recherche qui s'appelle e-health. E-health, c'est la santé connectée, l'interconnexion des dispositifs de santé, mais aussi la santé, la médecine augmentée. Donc comment on aide les chirurgiens aujourd'hui dans leurs actes, et aussi le personnel de santé, grâce en particulier à la réalité augmentée. Un second domaine, hypermédia. Alors, hypermédia, c'est des travaux sur les nouveaux formats son et les nouveaux formats vidéo, et en particulier la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Donc moi, je travaille dans ce domaine. Et puis un troisième domaine, qui est les réseaux et la sécurité. Voilà, alors comment on travaille? En fait, on travaille avec des entreprises qui sont des PME, des moyennes entreprises et des grands groupes qui viennent investir avec nous dans des projets de R&D. Qui suis-je? Je suis responsable du laboratoire de réalité virtuelle de BICOM. Nous faisons aussi de la réalité augmentée. Et je suis aussi membre du conseil d'administration de la FRV. Alors la FRV, pour ceux qui ne connaissent pas, et c'est pas bien, c'est l'association française de réalité virtuelle, réalité augmentée, mixte et d'interaction 3D. Donc c'est une association qui est assez ancienne. Ça veut dire que ça date de 2005, si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est des scientifiques et des industriels qui se regroupent pour présenter leurs avancées et leurs travaux dans ces domaines. Alors, je ne dois pas très bien utiliser la télécommande. On a la possibilité aussi de me joindre. Si vous avez quelques questions ou un commentaire à faire sur cette super présentation, vous pourrez m'envoyer un petit message via les réseaux sociaux. Ok, on rentre dans le vif du sujet. Jusque-là, je n'avais pas parlé d'attraction, mais en fait, ça parle d'une attraction de réalité virtuelle collaborative. Alors d'abord, je vais faire un petit sondage. Je sais que vous n'êtes pas beaucoup dans la salle, mais quand même, je vais vous poser la question. Je voudrais savoir, je vais d'abord demander un petit peu de lumière, s'il vous plaît, qui parmi vous a déjà fait de la réalité virtuelle collaborative? Ouais, ok. Alors je vais vous expliquer peut-être ce que c'est que la réalité virtuelle collaborative, puis après je vous repose la question. Réalité virtuelle collaborative, c'est-à-dire que vous êtes immergé dans un environnement virtuel avec d'autres personnes qui, elles, sont aussi en réalité virtuelle. Je repose la question, réalité virtuelle collaborative? Ouais, pas beaucoup, hein. Bon. Bah, c'est nouveau, c'est normal. Très bien. Alors, je vais vous parler de l'aquarium Océanopolis de Brest. En fait, c'est des personnes qui sont venues nous voir à BICOM. Ils sont venus discuter avec nous en 2015. Et en fait, leur vœu, c'était d'avoir une attraction de réalité virtuelle intégrée dans leur parcours de visite pour juillet 2018. Donc, en fait, c'est pour cet été. Voilà. Alors, les critères... c'est d'avoir un dispositif qui est multi-utilisateur. Donc un dispositif multi-utilisateur, c'est de la réalité virtuelle collaborative. Un contenu ludo-éducatif, donc ça a beaucoup de sens quand on est un aquarium, quand on est un parc marin, puisqu'on a envie d'impliquer les visiteurs, mais en même temps, on a envie aussi de leur apprendre des choses, de les sensibiliser. C'est bien le bouton vert, hein, ouais, pour la télécommande? Ouais, bon. Et puis, bah voilà, on fait de la recherche aussi. L'idée, c'est de mesurer l'impact sur les utilisateurs. Donc, et puis ça, c'est une démarche qui est tout à fait honorable venant de la part d'Océanopolis. En fait, l'intérêt principal de tout ça, au-delà d'avoir une attraction de réalité virtuelle en leur sein, c'était de savoir en fait si c'est acceptable pour leurs utilisateurs, leurs visiteurs. Donc une acceptabilité au niveau psychologique, au niveau physiologique et au niveau social.
Ok, donc on a commencé à travailler sur le sujet en septembre 2016. Alors, qu'est-ce qu'on a fait exactement? Quel est le dispositif qu'on a mis en œuvre? C'est le suivant. C'est un dispositif dans lequel on a 4 utilisateurs simultanément. C'est pour ça qu'on parle de réalité virtuelle collaborative. C'est un dispositif qui permet d'avoir une immersion visuelle et sonore. Donc, quand on parle de réalité virtuelle, aujourd'hui, l'immersion visuelle, ça va de soi. Mais on ne parle pas beaucoup de l'aspect immersion sonore. L'aspect immersion sonore, sans être trop technique, ça permet d'avoir des sources sonores synthétiques qui sont placées soit devant, soit derrière, ou soit sur les côtés de l'utilisateur et à une certaine distance. Et l'idée, c'est que les utilisateurs soient capables d'estimer la provenance de ce son. C'est ce qu'on appelle la spatialisation du son. Et c'est ce qu'on a voulu mettre en œuvre dans ce dispositif. C'est aussi un dispositif qui permet la mobilité complète. Donc vous avez dû remarquer que les utilisateurs ont dans leur dos ce qu'on appelle un backpack. Donc c'est en fait un ordinateur sac à dos. Et ça permet en fait de ne pas avoir de fil long qui va du casque à une machine qui se trouverait en périphérie de la zone de suivi. Donc on est indépendant et on peut évoluer dans cette zone de suivi sans que les fils s'en mêlent. Oui, parce qu'il y a plusieurs utilisateurs, donc potentiellement plusieurs fils. Et on a un espace qui est partagé. Un espace partagé, ça veut dire que c'est un espace qui est physique, qui est en correspondance avec l'espace virtuel. Si une personne est physiquement à 1 mètre devant vous, dans le virtuel, vous la retrouverez à 1 mètre devant vous. Et enfin, c'est un dispositif aussi qui permet les interactions naturelles. Donc pour ceux qui connaissent le casque HTC Vive, c'est le casque qui est sur la tête de ces personnes, assez couramment, on le trouve en utilisation avec ce qu'on appelle des manettes, des contrôleurs, donc qui permettent d'appuyer sur des boutons pour pouvoir déclencher des actions dans le contenu virtuel. Nous, on a préféré s'en débarrasser et en fait plutôt utiliser le dispositif qui nous semble le plus naturel, c'est-à-dire nos propres mains. On a un capteur en façade des casques, un capteur Leap Motion, qui permet en fait de détecter le mouvement des mains, le mouvement des doigts, et en fait on fait l'exacte traduction des mouvements réels des mains, mais dans le contenu virtuel. Donc en fait vous percevez vos propres mains. Et là, ce que ces personnes sont en train de faire, c'est qu'elles sont en fait en train d'interagir avec des menus qui se trouvent à proximité de leurs mains. C'est toujours un peu cocasse de voir ça comme ça, mais une fois qu'on est à l'intérieur, on comprend mieux, on perçoit mieux l'intérêt. Ok, donc là je vous ai parlé du dispositif plutôt de l'installation matérielle. Maintenant je vais vous parler du contenu. Je vais vous expliquer ce qu'on a mis en œuvre. Alors on a mis en œuvre un contenu éducatif dans les fonds marins arctiques. Donc là, forcément, l'idée vient d'Océanopolis. Ce que le parc marin souhaitait, c'était raconter une histoire où les utilisateurs sont immergés dans les fonds marins arctiques dans les années 1950, leur montrer quelle était la faune et la flore à cette époque, et puis ensuite de les immerger dans un second tableau qui est le même lieu, le même endroit, mais en 2100, et leur donner les outils pour qu'ils puissent faire eux-mêmes la comparaison entre les deux tableaux. Et forcément, on perçoit une différence importante. Certaines espèces ont migré, la flore a évolué et même le paysage a changé. C'est un contenu scientifiquement crédible. Alors qu'est-ce que ça veut dire, scientifiquement crédible? Ça veut dire qu'il faut que les mouvements et les comportements des animaux soient ceux qu'on est en mesure d'attendre et qu'on est en mesure de voir à Océanopolis. Donc là, ça a été une partie assez compliquée et techniquement ardue. C'est-à-dire comment on représente le comportement d'un narval, comment on représente le comportement d'une baleine. Donc là, on a très étroitement travaillé avec les scientifiques à Océanopolis. Et puis, c'est un contenu éthique. Donc, éthique, ça va pas de soi. On a immergé certains utilisateurs qui s'attendaient en fait à avoir un fusil et tirer sur les animaux. Bon, on a choisi une approche assez différente. Et puis c'est une expérience sociale. Je vous parlais de réalité virtuelle collaborative. L'idée, c'est de pouvoir partager cette expérience et pouvoir se souvenir qu'on était dans les fonds marins, soit avec ses amis, soit avec sa famille. Donc on représente les utilisateurs par les avatars qui sont ici.
Et on leur donne la possibilité d'avoir un outil qui est assez rudimentaire, c'est un appareil photo. Donc ils ont la possibilité de prendre l'environnement marin en photo, mais ils ont aussi la possibilité de se prendre en photo avec l'environnement marin et avec leurs amis. On a un mode appareil photo normal, puis on a un mode aussi selfie qui est très apprécié. Et puis c'est un contenu ludique. Ludique pourquoi? Parce qu'on fournit un deuxième outil qui est un pointeur laser, et ce pointeur laser permet en fait de pointer les animaux et puis de faire un marquage. Et ce marquage va servir ensuite dans le second tableau pour voir quelle a été la progression, quelle a été la migration des animaux qu'on a marqués 150 ans plus tard. Donc forcément, les animaux ont voyagé. Et puis un moment mémorable, donc là on va se servir d'une des propriétés de la réalité virtuelle, c'est le fait de pouvoir imprimer fortement les utilisateurs pour qu'ils se souviennent quelques jours après, quelques semaines après de ce qu'ils ont vécu à Oceanopolis. Et on va voir quel est l'intérêt en fait d'imprimer la mémoire des utilisateurs. Ok, alors quelle est l'expérience qu'on a mis en œuvre? L'expérience a été menée en juillet 2017, donc l'année dernière, dans les locaux d'Oceanopolis. Sur 235 visiteurs, 56% de femmes, 44% d'hommes, avec une distribution homogène des âges. C'est-à-dire que notre testeur le plus jeune avait 12 ans, et puis le plus âgé avait environ 70 ans. Je dis environ parce que c'est assez délicat de demander exactement l'âge des personnes. Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, ces testeurs, pour la plupart, pour 80% d'entre eux, n'avaient jamais eu d'expérience de réalité virtuelle. Donc c'est aussi assez proche des conditions réelles. Ça représente bien, par rapport à la question que je vous ai posée tout à l'heure, je pense que 80% des personnes qui sont assises ici n'ont jamais fait de réalité virtuelle collaborative. Ok, on va y arriver. Donc nous avons fait un recueil subjectif de données avant l'expérience, c'est-à-dire qu'on a soumis un questionnaire. C'est ce que sont en train de faire les utilisateurs ici, tout en haut. Ils sont en train de répondre à des questions. Donc on a fait un recueil avant et après l'expérience. On a posé des questions assez similaires pour mesurer en fait quel était l'impact de cette expérience sur les utilisateurs. Ça dure à peu près 25-30 minutes. Et puis on a fait un recueil objectif de données pendant l'expérience. Donc le recueil objectif de données, c'est quelles sont les positions des utilisateurs les uns par rapport aux autres, quelles sont leurs positions par rapport aux animaux, etc. Donc en gros, on mesure l'interaction ici. Ok, alors quels sont les résultats? Ça, c'est un résultat qui est très, très important parce que quand on a aujourd'hui une attraction de réalité virtuelle, un produit de réalité virtuelle, et qu'on prend la responsabilité de le montrer à des utilisateurs, à des visiteurs, il faut être sûr que cette attraction ne va pas rendre malade nos visiteurs. Donc 98% des sujets n'ont éprouvé aucun état nauséeux pendant cette expérience. Je ne sais pas si vous étiez présent lors des sessions de backlight hier et de DV la journée d'avant. Les résultats que je vais vous montrer sont assez similaires et c'est plutôt une bonne chose en fait. Ça veut dire que je ne raconte pas de bêtises. 94% des sujets ont indiqué être satisfaits ou très satisfaits de l'expérience. Et là, par rapport à cette statistique, donc 55% des sujets, on peut ou pas communiquer avec les autres participants, mais en fait, on se rend compte ici qu'on a un problème de design, parce qu'en fait, ce qu'on a essayé de provoquer, c'est des interactions avec l'environnement, c'est-à-dire avec la faune, la flore, mais on n'a pas, dans notre scénario, provoqué des interactions directement avec les autres utilisateurs. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant pour nous, pour pouvoir corriger, pour pouvoir en fait provoquer plus d'interactions entre les utilisateurs. On a un impact positif sur les émotions, donc ce qu'on appelle la valence, c'est un ensemble d'émotions positives. Donc on voit une progression assez significative entre avant et après cette expérience. Donc on a un effet de surprise qui est plus important et on impacte aussi la joie, entre guillemets, de nos visiteurs. 99% des sujets on souhaiterait revivre l'expérience, et ça c'est plutôt pas mal quand on est un aquarium, puisque ça veut dire que potentiellement ça va être motif à revenir à l'aquarium. Sachant que pour les parcs marins en France, à peu près 60-70% des visiteurs sont des locaux.
Donc ça permet de revenir et c'est plutôt pas mal. Ok, je vais terminer là-dessus. Mais vraiment, avant de terminer, je vais vous expliquer ce que je vous montre ici. Donc vous voyez en haut, à gauche, peut-être deux messieurs que vous connaissez. On a été invité à la COP23 en novembre 2017 pour présenter cette attraction. Et on a eu l'honneur de recevoir Monsieur Macron et Monsieur Hulot qui ont apprécié la démarche. Merci.